Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Caroline Roux. La semaine dernière, le protocole mis en place à l'école a tourné à la galère pour les professeurs, les responsables d'établissement, pour les élèves, pour leurs parents qui ont passé des heures à faire la queue. Qu'est-ce que vous nous annoncez ce matin qui pourrait permettre de résoudre ces difficultés ? D'abord, par rapport à ce que vous décrivez, il faut évidemment dire à quel point ça a été dur. La semaine dernière a été très dure et on a dit le mois de janvier est dur. Nous n'y pouvons rien. Ce virus, on en connaît les caractéristiques et nos objectifs, puisqu'il faut toujours mesurer ce qu'on fait aux objectifs que l'on a. Ça reste toujours d'avoir les écoles ouvertes, d'une part, et d'autre part, d'assurer la sécurité sanitaire maximale. On peut adapter les dispositifs pour que ça se passe mieux. Bien sûr, mais à chaque fois que l'on adapte, il y a aussi, et c'est normal, on le comprend, sur le terrain, le regret que les choses évoluent, le regret qu'il y ait ce changement permanent. Et ce changement permanent, c'est lié aussi aux caractéristiques de ce virus. Donc, si vous voulez, la stratégie inspirée par les autorités de santé, nous avons appliqué avec le protocole ce que le Conseil à la santé publique nous avait demandé, c'est-à-dire une stratégie qui appuie sur les tests, et je l'avais annoncé assez à l'avance. Et cette stratégie qui appuie sur les tests, évidemment, elle est pénible au quotidien, puisqu'elle oblige à faire des tests et des autotests. Et puis, la semaine dernière, il n'y a pas eu autant d'autotests qu'il aurait fallu dans les pharmacies. On en met 11 millions de plus cette semaine, c'est quand même ça l'élément majeur. Et puis on vient en appui par des cellules départementales à toutes les pharmacies et de façon générale à tous les acteurs, y compris évidemment les directions d'école. Chaque fois qu'ils rencontrent des problèmes, c'est notre organisation de cette semaine qui va monter en puissance, avec aussi des personnels pour venir en appui des directeurs d'école, département par département, de façon à ce qu'il y ait moins de phénomènes de queue. Des personnels pour faire quoi dans les Pour aider établissements ? administrativement les directions d'école. On a 1300 équivalents temps plein répartis dans les circonscriptions pour aider les directeurs et les inspecteurs de l'éducation nationale. Leur travail est extrêmement difficile dans des circonstances comme celle-là, j'en suis tout à fait conscient. Mais ce qu'il faut dans des circonstances comme ça, c'est se serrer les coudes. Ça me rappelle un peu le moment du déconfinement. Vous vous souvenez, il y avait eu en mai 2020 un protocole extrêmement strict. C'était difficile au début, mais c'est aussi ça qui a préparé la suite. Et là, ce que j'espère surtout, c'est qu'on atteigne le pic très vite et que ça nous permette rapidement d'alléger le protocole. Et qu'est-ce que vous faites pour les parents, Jean-Michel Blanquer ? Pour les parents, d'abord, nous avons une règle qui est que désormais, l'enfant doit être cherché en fin de journée, pas forcément dans la journée elle-même, parce que je sais que ça fait partie des choses très, très pénibles. Et pendant l'intervalle, il est où l'enfant ? L'enfant est à l'école, bien sûr. Dans une salle ? Oui, c'est ce qui se pratique d'ailleurs dans un certain nombre d'endroits. Ça n'est pas facile. Rien de ce que nous disons n'est facile. C'est ça. Rien, par définition. Depuis 1 an et demi, je n'ai pas tellement de bonnes nouvelles à annoncer sur ces fronts-là. Simplement, nous sommes quand même le pays qui a réussi à maintenir les écoles ouvertes et nous n'avons jamais choisi la facilité. La semaine dernière, la facilité, ça aurait été de fermer, comme certains le proposaient. On ne l'a pas fait parce que c'est ce qui permet quand même d'avoir 95% des classes ouvertes la semaine dernière. Et évidemment, dans des circonstances très dures. Donc pour les parents, juste le fait qu'on puisse... Et puis aussi le fait que jamais on ne doit être testé plus de 3 fois par semaine, puisque vous savez, nous l'avons dit, J0, comme on dit, c'est-à-dire le jour qui fait qu'un enfant est considéré comme contaminé, cette J0 n'arrive qu'une fois par semaine. Et donc, de même, il faut que ce soit très clair, parce que je sais que parfois il y a eu des incompréhensions sur le terrain, du fait que quand un enfant a été contaminé, ça déclenche ce J0, et ensuite, les enfants rentrent à la maison le soir. Une fois que le test négatif est fait, on revient. On n'attend pas J2 ou J4 pour revenir. On revient. Donc votre espérance, Jean-Michel Blanquer, c'est qu'on fera moins la queue pour les parents principalement pour faire des tests. Pourquoi ne pas passer aux tests salivaires ? On parle de tout petits qui font 3 tests nasopharyngés, ou parfois c'est les parents qui le font à leurs enfants dans la semaine. Pourquoi ne pas passer aux tests salivaires ? Nous faisons des tests salivaires ce qu'on appelle en itératif, c'est-à-dire des campagnes salivaires, ça continue. Les tests salivaires pour les enfants, à ma connaissance, n'ont pas eu encore leur homologation de la part des autorités de santé. Le jour où c'est possible, c'est évidemment éminemment souhaitable. J'entendais ce qui était dit auparavant par un responsable sanitaire. Il est évident que le plus vite possible, il faut avoir allégé cette question des tests nasopharyngés. Pour l'instant, à ce stade et au poste qui est le vôtre, on n'est pas arrivé à la limite de la politique de test. Non, je pense que la politique de test, elle a été clé, vous savez, toute l'année dernière. Ce qui nous a permis de maintenir les écoles ouvertes, ça a été la politique de test. Le contact tracing, comme on dit. Avec Omicron, ça devient très compliqué, puisqu'il faut faire beaucoup plus de tests. Alors, ce qui est
ce qui est défié, c'est notre capacité à avoir le nombre de tests suffisant. Ça, on y arrive. Mais deuxièmement, ce qui est défié, c'est aussi tout simplement la capacité à supporter ça, aussi bien de la part des élèves que de la part des familles. Ça va tenir. Il est évident. C'est la question qu'on peut se poser en ce lundi. Oui, je pense que oui, ça va tenir. En termes logistiques, oui, ça va tenir. Après, c'est sur le plan humain, c'est-à-dire le fait que tout le monde est fatigué, tout le monde est lassé de cela. Mais en même temps, si on fermait les écoles, je pense que tout le monde serait encore plus fatigué et lassé de la situation. Donc il faut se serrer les coudes, être unis. Je pense qu'on a besoin de sérénité aujourd'hui. Et c'est aussi le sens des messages qui sont passés sur le terrain. Se serrer les coudes, dites-vous, les syndicats appellent, eux, à une journée de grève jeudi. Ils réclament le retour au protocole précédent, c'est-à-dire un cas, une classe fermée. Ils réclament aussi des FFP2, des capteurs de CO2, des purificateurs d'air, le recrutement de remplaçants. Alors, sur beaucoup de choses, en réalité, on a un accord. Et ce que je tiens à dire, en ligne avec ce que je disais avant, c'est-à-dire en termes de sérénité, c'est que le dialogue social est total, y compris, vous savez, dans la semaine qui a précédé le protocole, il y avait dialogue avec les syndicats pour expliquer ce que nous allions faire. Vous l'avez annoncé un peu tard, du coup. Non, encore, je l'ai déjà dit, si c'était annoncé tard, c'est parce que le Haut Conseil nous a donné son avis le 31 au soir, mais les grandes lignes avaient été dites avant. Et ensuite, les syndicats le savent, ils ont évidemment notre oreille tout au long des jours qui viennent. Quand je regarde point par point, par exemple, les choses que vous venez de dire, on a accédé donc au fait d'avoir des masques chirurgicaux. Sur les masques FFP2, s'il le fallait, nous le ferions. Simplement, là aussi, le Haut Conseil à la santé publique nous indique que jusqu'à présent, que le FFP2 n'est pas tellement pertinent en milieu scolaire. Et c'est vrai qu'on a l'impression que porter le FFP2 toute la journée n'est pas la solution. S'il le fallait, vous savez, il y a les stocks de FFP2 à l'échelle de la nation. On serait prêt. On serait prêt. Les capteurs de CO2 ? Les capteurs de CO2, c'est une compétence des communes. Cela fait plusieurs mois que nous recommandons donc leur équipement. J'observe, et j'en suis heureux, que cela accélère. Il y a un fonds d'État pour aider les communes pour cela. Le recrutement de remplaçants ? Le recrutement de remplaçants, nous le faisons. Nous avons ouvert déjà pour 6 000 remplacements la possibilité, donc, notamment dans le premier degré, mais aussi dans le second degré, donc, de remplacer les professeurs absents actuellement. Donc, si vous voulez, c'est des sujets qui sont, sur lesquels je suis d'abord, totalement ouvert, sur lesquels il y a des premières avancées et sur lesquels il peut y en avoir d'autres. Combien de profs absents en ce lundi, Jean-Michel Blanquer ? Ah là, je ne suis pas capable de vous le dire ce matin. Je vous le dirai ce soir. Jusqu'à présent, la semaine dernière, le chiffre a été de 8%. Donc, notre principale problématique n'a pas été du côté des professeurs absents, même s'il y en a eu. On a été capable de remplacer dans beaucoup de cas. Notre principale problématique, elle a été dans les queues en pharmacie et les difficultés pour les familles liées à cela. Comment les épreuves de spécialité peuvent se dérouler pour le bac dans le calendrier prévu, notamment certains préconisent que ce soit reporté de mars à juin? Pour l'instant, l'enseignement secondaire est quand même moins affecté que l'enseignement primaire par tout ce que nous décrivons, notamment parce que les élèves sont vaccinés, que les règles sont donc différentes. Il y a un peu d'élèves absents actuellement, je le sais bien, parfois des professeurs absents, donc un peu de trouble. Mais à ce stade, surtout, nous regardons ce qui se passe et j'espère surtout qu'on va arriver à un retour à la normale assez vite qui permettra aux choses de se tenir comme elles se doivent. Pour l'instant, la difficulté d'enseigner dans ces conditions-là n'impacte pas les examens de fin d'année? Non, il faut le souhaiter. Vous savez, il ne faut pas dégainer trop vite des solutions qui sont quand même des solutions d'exception. Et moi, je veille toujours à l'intérêt des élèves. C'est quand même mon but. C'est que les écoles soient ouvertes. 2, que les choses se tiennent comme elles doivent se tenir pour garantir la qualité. Elle est évidemment abîmée par certains aspects. Je demande à chacun de regarder ce qui se passe dans les autres pays aussi. Nous maintenons beaucoup plus le système scolaire en marche que ça n'est le cas ailleurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Je rappelle que vous êtes le ministre de tutelle de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Je voudrais avoir votre avis sur l'affaire Novak Djokovic. Alors, la justice l'a autorisé, finalement, c'est tombé ce matin, à rester en Australie. Est-ce que, comme le dit Roxana Maracineanu, jouer à Roland-Garros sera possible sans être vacciné? Là, Roxana Maracineanu a pris la position qu'elle devait prendre. Je suis évidemment en soutien de ce qu'elle a dit. Mais ce qui est important, c'est que tous nos sportifs se vaccinent. Allez, une autre information. Éric Zemmour s'est rendu au Sables d'Olonne pour défendre les traditions chrétiennes de la France et une statue de Saint-Michel dont la justice a ordonné le retrait au nom de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et l'État. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ce sujet ? Je n'ai pas vu particulièrement le cas du Sables d'Olonne. De façon générale, vous le savez, je suis assez attentif à ce que la laïcité soit respectée et que notre patrimoine culturel aussi soit respecté. Et c'est parfaitement compatible. C'est en même temps.
pour le coup, oui, bien sûr. Et en même temps, la France a une tradition multimillénaire. Elle a des monuments qui doivent beaucoup à la religion chrétienne, c'est un fait. Et il faut faire attention à ne pas avoir une vision de la laïcité qui soit contraire au patrimoine. Donc on la déboulonne ou on la déboulonne pas, cette statue de Saint-Michel? Alors d'abord, je ne vais pas me prononcer sur une décision de justice. C'est une décision du tribunal de Nantes qui a ordonné le retrait de cette statue au nom de la défense de la loi de 1905. Je suis un petit peu plus sur le variant que sur la décision du tribunal de Nantes. C'est un sujet qui vous intéresse? Mais je le regarderai de près. Maintenant, je pense que les candidats à la présidentielle ne devraient pas instrumentaliser des décisions de justice. Il y a largement du grain à moudre par ailleurs. Et puis, il ne faut pas tendre les choses avec ce genre de choses. Ce qui est important, c'est d'unir les Français dans une période qui est extrêmement difficile. Moi, je veux envoyer un message aux familles sur le fait que je sais à quel point c'est dur, mais je crois aussi qu'on va réussir à traverser cela et j'espère que c'est la dernière vague. Jean-Michel Blanquer, unir les Français, dites-vous, est-ce que le meilleur moyen, c'était de parler aux Français comme Emmanuel Macron l'a fait la semaine dernière en disant qu'il voulait emmerder les non-vaccinés? Oui, parce que les Français savent que le président est toujours très franc et ça fait partie des choses qui unissent. Bon, très bien. Merci. D'avoir été notre invité. C'est à vous, Thomas.